Est-ce que la RE 2020 va planter votre budget de construction? Bonjour, je suis ravi de vous faire cette nouvelle vidéo suite à une question qui est revenue plusieurs fois ces derniers temps dans ma boîte mail donc, concernant la RE 2020. Donc, dans une première partie de vidéo, on va planter un peu le décor et puis on parlera plus précisément du rapport de cette norme avec le budget. Je vais vous donner quelques éléments surtout pour réfléchir à votre projet. Et on va aussi en profiter pour voir tout simplement comment on peut compenser cette future augmentation due à cette nouvelle norme. La nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020, qui va remplacer la RT 2012, elle devait rentrer en vigueur aux alentours de cet été, c'était prévu pour juin-juillet, et donc ça ne passera que l'année prochaine, au 1er janvier 2022. Aujourd'hui, nous avons comme élément l'exigence de résultat de la part de cette norme. Il y aura des précisions au courant de cet été. Donc selon le moment où vous regardez cette vidéo, je ferai peut-être probablement même une partie 2 quand on aura quelques éléments plus concrets. Donc aujourd'hui, quand on se promène sur internet pour voir l'impact du budget d'une construction de maison avec cette nouvelle norme, on voit un peu de tout, on voit surtout il y a une fourchette quand même qui revient beaucoup, c'est entre 5 et 15% plus cher. Là on est vraiment sur une moyenne, donc autant vous dire que ça peut être beaucoup plus comme ça peut être beaucoup moins. Ça dépend des choix que l'on fait concernant certains critères par rapport à la maison, le terrain, la zone d'ensoleillement où vous êtes, etc. etc. La RT 2012, elle se basait sur la maison, c'est-à-dire la performance énergétique du logement. Il y avait une partie mode de fabrication et une partie liée au chauffage, mais on regardait la dépense énergétique de la maison. La RE 2020, elle englobe tout le process, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du béton, qui malheureusement pour lui et quelque part heureusement pour l'environnement va être de moins en moins utilisé, puisqu'on va prendre en fait l'émission de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone en prenant en compte tout le cycle de fabrication. On part vraiment des matériaux, des matières premières pour arriver à la maison. Et donc on va regarder quel est l'impact environnemental de tout le process. Et donc évidemment là il y a un enjeu environnemental très fort. Et aussi par rapport au cycle de vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bâtiment doit être durable et avoir une empreinte carbone très très faible, voire quasi inexistante. Ça existe, il y a aujourd'hui des bâtiments, des façons de construire où il n'y a pas besoin, limite il n'y a pas besoin de chauffage, il n'y a pas besoin non plus de clim. Puisque ce qu'il faut bien comprendre avec cette norme, c'est qu'elle a pour but vraiment de consommer un minimum d'énergie. Donc aussi bien ne pas avoir à chauffer, à dépenser de l'énergie pour chauffer en hiver, mais aussi ne pas dépenser d'énergie pour rafraîchir en été. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, au prix de notre projet, au coût de notre projet, comment on calcule ça? Alors encore une fois, on entend tout le temps le 1500 € au mètre carré, c'est aussi une moyenne. Quand on a des exigences dans la moyenne, des exigences classiques, on arrive à ce prix-là. Donc si on devait rajouter nos fameux entre 5 et 15%, on serait plutôt au-delà de 1600 voire 1700 € du mètre carré. Bien sûr, là je ne parle que de la maison. Souvent on oublie, c'est une parenthèse que je fais, on oublie les frais qui peuvent être liés au terrain et puis on peut se rendre compte un peu tard du montant de certaines taxes, notamment la taxe d'aménagement et la taxe d'assainissement. Donc ça, je vous mettrai un lien vers une vidéo. Donc, là où il y aura un coût supplémentaire à cause ou grâce, ça dépend comment on interprète, de la RE 2020, c'est bien dans l'étude et dans la conception de la maison. Sur le prix global, ces études supplémentaires, ce temps passé en plus pour l'association des différents matériaux, pour ressortir un bilan positif de ce projet et qu'il soit accepté et validé, finalement ça peut être en proportion vraiment pas grand chose par rapport à certaines dépenses qui pour moi sont superflues. Je vous explique ça après. En fait la RE 2020, on pourrait considérer ça comme une opportunité. Je vais vous mettre aussi en lien la vidéo d'un architecte. Et donc ce monsieur qui a une certaine expérience, lui il voit ça comme un retour
aux fondamentaux de leur métier en fait. C'est-à-dire que là, on va vraiment choisir le terrain, voir quels sont ses points forts, ses points faibles, travailler avec les ombres, pourquoi pas la végétation autour, accorder peut-être encore plus d'importance à l'orientation. Et là, il soulève un problème, alors qui va être résolu ou non, mais alors ça, c'est vraiment à suivre, mais sa remarque est tellement évidente que peu de monde en parle, c'est les PLU. Parce qu'aujourd'hui, les terrains sont de plus en plus petits, les maisons se font de nombre les unes sur les autres, selon les hauteurs qui sont autorisées dans ce PLU. Il faut que tous les fêtages soient alignés, donc impossible d'avoir une maison dans un sens puis une autre dans un autre pour des raisons purement esthétiques. Donc ça, pour lui, ça pourrait être effectivement un problème si derrière, au niveau des élus et des conseils municipaux et de l'urbanisme en général, si on reste sur le même type de PLU. Donc ça, je vous mets aussi le lien en description, la vidéo est assez intéressante, elle est assez longue, mais voilà, là au moins on a quelqu'un du métier avec de l'expérience qui vous donne lui son avis et son ressenti par rapport à tout ça. Et donc pour moi, il y a un critère surtout qui explose les budgets. Quand on veut faire construire, alors on est tous passés par là pour ceux qui ont fait construire, on choisit une maison dans son ensemble vue de l'extérieur. C'est-à-dire que limite, on veut une belle maison vue de l'extérieur, mais on ne se pose pas la question de, au niveau de sa forme, si à l'intérieur, on va finalement bien avoir les bons espaces aux bons endroits, de la bonne taille, l'aménagement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des modifs et que tout ça finalement nous coûte de l'argent par la suite. Mais surtout, la forme de la maison, pour être très clair, l'aspect extérieur finalement, oui, ça a de l'importance, mais aujourd'hui, on veut se démarquer, on veut de l'originalité, mais pourquoi en fait? Est-ce qu'on se fait vraiment plaisir à soi ou est-ce qu'on veut que quand les gens viennent, les amis et ceux qui vont passer à proximité sur les routes, pourquoi pas se disent ah, la maison elle est jolie. Ça peut vous paraître très bête ce que je vous dis là, mais avoir plus beau que son voisin, c'est quand même quelque chose qui sert d'argument dans beaucoup de types de ventes, croyez-moi. Et inconsciemment, on a tous fait ça. Pour une voiture, pour une maison, peu importe. Mais l'aspect esthétique qui finalement ne vous sert à rien sur le côté pratique au quotidien, ça peut vous coûter très cher. Bien sûr, quand on peut se permettre avec son budget d'avoir les bons mètres carrés, les bons aménagements, avec le design et l'architecture qu'on souhaite, pourquoi pas? J'ai rien contre les originalités, c'est pas le sujet. Mais je voudrais vous parler de la compacité de la maison. C'est le ratio des surfaces où il y a une déperdition de chaleur, donc la toiture, les murs qui sont en contact direct avec l'extérieur, et le volume à chauffer. Je ne suis pas thermicien, je ne vais pas vous faire un bilan détaillé d'un modèle de maison, je n'en suis pas capable tout simplement, mais vous allez voir que même pour un débutant, c'est juste très logique à comprendre. Vous avez des formes de maison assez simples, comme ceci. Vous avez des formes un peu plus travaillées avec plusieurs cubes et plus de murs en contact direct avec l'extérieur, comme ce genre de modèle. On devine tout de suite, rien qu'au niveau dépenses énergétiques et nombre de murs vraiment à isoler de l'extérieur, les surfaces isolées de l'extérieur, qu'il y a des modèles qui sont plus coûteux que d'autres. Mais encore plus concrètement, ça coûte plus cher à réaliser. Et pour l'entretien par la suite, quand vous avez 2-3 cubes dans tous les sens, quand il va falloir s'occuper des façades et s'occuper des toitures, ce ne sera pas le même tarif non plus. Et croyez-moi, c'est pas 50 € ou 100 € de faire démousser une toiture. Selon la région où vous êtes, ça peut être une fois tous les 2 ans. Donc c'est pas des choses quand même à prendre à la légère et se dire on verra plus tard sur le moment venu. Encore une fois, moi sur cette chaîne-là, le but c'est que vous anticipiez un max de choses pour vraiment être content de votre réalisation. Mais rien que la forme, pour rester sur la forme, quand vous avez une architecture particulière, dès l'instant que vous n'avez pas un toit plat, l'architecture avec une charpente traditionnelle, on va avoir des petits morceaux. Non pas que ce soit infaisable, loin de là, mais ça va être un peu plus long, donc plus de main d'œuvre, des petits morceaux de gouttière supplémentaires par exemple, ce genre de choses. Du coup à l'intérieur, c'est pareil, si j'ai des retours de maçonnerie à droite à gauche et
plus je vais en avoir. Au niveau du placo à l'intérieur, on va avoir plus de coupe, un peu plus de temps de travail. Si vous faites ce qu'on appelle des bow windows, des pans coupés, c'est-à-dire on n'est plus sur les angles droits, donc ça peut être très intéressant selon l'orientation et ce que le PLU vous impose, parce que ça peut permettre de mettre plusieurs fenêtres, mais encore une fois, au niveau du plaquage à l'intérieur et au niveau de la toiture au-dessus, si je commence à faire des angles non droits et à en faire 3 ou 4 pour faire quelque chose de sympa, ça va arrondir le prix aussi. Idem évidemment au niveau du carrelage, on va prendre un peu plus puisqu'on va avoir des coupes. C'est pas beaucoup plus, hein. Je suis pas en train de dire que vous allez avoir le double de dépenses en carrelage si vous faites des retours de maçonnerie et des formes de pièces qui sont autres qu'un rectangle ou un carré. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux bien que vous ayez en tête, c'est que le point de départ, la forme de la maison, toutes les originalités, les petits chichis juste pour l'esthétique extérieure qui finalement n'ont peut-être aucune utilité sur la performance du bâtiment et sur l'aménagement de votre maison, ça va vous faire des centaines, des milliers d'euros par-ci par-là et vous pouvez vite vous retrouver avec 10-15 000 euros de plus qu'une maison dont la forme et la compacité auraient été simplifiées finalement. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Si à ce jour, vous n'avez encore rien signé, réfléchissez bien à tout ça, posez-vous. Si vous êtes en couple, parlez-en à deux. Mais quand je vous dis et que je répète sur le site comme sur la chaîne qu'il faut vraiment des objectifs et puis à mettre ça en balance avec le budget bien évidemment, c'est vraiment là que ça se joue. Parce qu'une fois que la forme de la maison elle est décidée, que tout est lancé, que le permis est déposé, et qu'après on se rend compte à l'intérieur que la moindre modif, le moindre truc, ça alourdit vraiment violemment le budget, quelque part c'est trop tard. On pourra toujours décaler des travaux, peut-être faire des choses plus tard, mais en tout cas votre planning est ce que vous vouliez au départ et la façon dont vous vouliez que ça se passe, finalement ça ne se passera pas comme ça. Donc il faut vraiment partir de cette base et du coup pour conclure avec la RE 2020, il faut vraiment retourner sur des formes plus simples, plus efficaces, où on va plus facilement maîtriser la réalisation des différents corps d'état. Pour les matériaux, quand il y aura des précisions cet été, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Aujourd'hui, il existe déjà des matériaux alternatifs. Si on enlève le béton, je pourrais vous parler de Ligneroc par exemple, qui est du béton de bois. Je vais aussi vous mettre le lien dans la vidéo parce que je trouve ça super intéressant. Donc le produit date pas d'hier, mais forcément sur ce type de produit vous avez de plus en plus de demandes. En aucun cas Ligneroc m'a demandé de leur faire de la pub, c'est vraiment pour vous montrer un exemple concret de ce qui existe aujourd'hui. Une fois que vous avez été voir cette page là, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous appréciez ce type de produit, sachant que dans certaines régions, on pourrait même se passer d'une épaisseur d'isolant supplémentaire. Donc c'est plutôt intéressant et quelque part, on va payer un peu plus pour de l'autre côté, payer un peu moins. Donc moi je pense que la RE 2020, si on simplifie certaines choses, si les innovations continuent dans ce sens-là, je ne suis pas persuadé que les budgets explosent. Bien au contraire, et puis je ne vois pas les constructeurs et les professionnels du secteur ne pas s'adapter. Il y en a qui le font déjà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt. Au revoir.